Pendant ma première année au lycée, j'avais trouvé un petit boulot à temps partiel dans un centre de self-stockage. Il s'agit essentiellement d'un ensemble d'unités de stockage en métal où les gens gardent leurs meubles et objets encombrants. Je m'occupais de l'accueil le soir, souvent avec une étudiante nommée Lise. La plupart des nuits étaient d'un ennui mortel. Lise et moi restions assis à étudier ou à raconter nos vies. Nous faisions parfois entrer une voiture dans le parking ou aidions un locataire dont la serrure était bloquée. Le responsable ne venait qu'une fois par semaine et détestait travailler là encore plus que nous. Il s'appelait Stéphane, et son accent polonais était si fort qu'il nous faisait hocher la tête lors de nos conversations. À l'occasion, il amenait son vieux Golden Retriever, Léo, qui adorait se coucher sans les chaussures, pendant que j'étais assis au bureau. C'était mes nuits préférées au travail. Stéphane attendait de moi que je fasse le tour de l'installation chaque nuit, vérifiant les serrures non verrouillées, des éventuelles fuites, des bruits, des odeurs bizarres, ou toute autre chose inhabituelle. Il disait toujours « Tu es un homme, tu y vas, Lise reste ». Je comprenais son inquiétude. De temps en temps, les flics se pointaient et on était obligé d'ouvrir un conteneur. Des fois, il y avait un labo de meth à petit budget à l'intérieur, ou une sorte de pharmacie de plouc, dont le contenu pouvait envoyer un homme en tôle pour une décennie. « Chimique », Stéphane disait. « Tu sens, tu appelles. » C'était un gars décent, mais il n'aimait pas beaucoup Léo. Ce chien appartenait à sa dernière femme, et Stéphane nous a fait comprendre qu'il était obligé de prendre soin de lui après qu'elle soit morte. Léo recevait la plupart de son affection de nous, et ça ne nous dérangeait pas du tout. À part les règles et le babysitting de son chien, Stéphane m'embêtait rarement. Mais il discutait avec Lise en sortant du bureau chaque nuit. « Peut-être que tu m'apprendras la science », il plaisantait. « Fais-nous gagner plus d'argent à tous les deux. » Il pensait évidemment qu'elle était mignonne, et je ne pouvais pas le blâmer. Ce que Stéphane ne savait pas, c'est que Lise était une kleptomane éhontée, qui pillait parfois son bureau pour lui prendre son passe. Après que quelques fumeries de drogue aient été découvertes dans les locaux, les flics nous ont fait passer à des serrures fournies par la société qui pouvaient être ouvertes au bon vouloir. Tout cela n'était pas tout à fait légal, donc Stéphane ne nous a jamais laissé utiliser le pass. Mais la police a ordonné que la clé reste sous surveillance, au cas où Stéphane ne serait pas là et qu'ils aient besoin d'entrer dans l'unité de quelqu'un. Le travail est devenu beaucoup plus intéressant la première fois que Lise m'a montré la clé. Les nuits tranquilles, quand aucun locataire n'était venu pendant des heures, elle et moi ouvrions quelques conteneurs et regardions à l'intérieur. Parfois nous en faisions un jeu. Nous lisions la fiche du propriétaire qui indiquait son nom, son âge et sa profession. Puis nous essayions de deviner quel genre de merde il stockait dans un tel taudis. Lise et moi avons travaillé dans ce bâtiment comme des escrocs professionnels. On choisissait un étage et un couloir, et on essayait d'ouvrir quelques unités dans les 15 minutes où on osait s'éloigner du bureau. Le meilleur moment était de regarder Léo fouiner et aboyer quand il était trop excité. Nous le laissions toujours ouvrir la voie. Stéphane n'était pas plus malin. Plus de la moitié des caméras de sécurité dans le bâtiment étaient mortes depuis longtemps, et l'autre moitié n'enregistrait presque jamais. Stéphane n'a jamais pris la peine de remplacer les vieilles cassettes. 90% des unités que nous avons ouvertes avaient des meubles et des vêtements. Nous les appelions les ratés, parce qu'il n'y avait jamais rien d'intéressant dedans. Mais les autres contenaient des souvenirs sportifs de valeur ou des objets de collection. Par principe, je ne permettais jamais à Lise de prendre quoi que ce soit, et elle a fini par respecter ma règle. Après tout, nous serions tous les deux dans la merde si quelque chose venait à disparaître. En quelques mois, nous n'avions couvert que 3 étages sur les 5 que comptait le bâtiment. Nous avons trouvé toutes sortes de choses intéressantes, à la fois géniales et terribles. Un type, que j'appellerai Joe, tenait un sanctuaire de porno gay méticuleusement arrangé, fait entièrement de découpes de magazines pour adultes des années 70. Ce n'était peut-être pas si intéressant en soi, mais le fait que Joe était le révérend archi-conservateur de la plus grande église de notre ville, c'était fort de café. Une autre fois, nous avons trouvé un logement pratiquement vide, avec un matelas crasseux sans drap au centre, et une vieille caméra vidéo face à lui. Lise m'avait parlé de gens qui essayaient d'utiliser des entrepôts pour vendre du sexe. Mais rien qu'à l'aspect de celui-ci, j'ai eu l'impression que quelque chose d'autre se tramait.
Mais nous avons fini par remarquer que le propriétaire de l'unité, un certain Monsieur Klein, arrivait en voiture avec une adolescente accroupie sur son siège arrière, et pas du genre à avoir plus de 18 ans. C'est le jour où nous avons décidé de nous assurer que les caméras étaient allumées dans son couloir. Nous l'avons dit à Stéphane, et il a dit qu'il s'en occuperait. L'unité a été vidée le lendemain. Un jour, Lise m'a appelé pendant ma nuit de repos. J'ai été surpris d'avoir de ses nouvelles. Nous n'étions pas le genre d'amis qui se parlaient en dehors du travail. « Tu peux venir me voir ? Je ne veux vraiment pas être seul ici en ce moment. » L'urgence dans sa voix a évoqué des milliers de scénarios sombres dans ma tête. J'ai imaginé un locataire la coinçant seul dans ce bureau sombre et miteux. J'ai même pensé à Stéphane allant pour un baiser ou quelque chose de flippant du genre. « Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu vas bien ?» J'ai entendu le clic d'une serrure. « Juste viens, s'il te plaît. » Je venais de terminer un demi-cours du soir, et je lui ai dit que je serais là dans 10 minutes. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Lise debout dans le coin du bureau, serrant une tasse de café à 2 mains, comme si elle était sur le point de la jeter sur la prochaine personne qu'elle voyait. Il lui a fallu 1 minute pour me reconnaître à travers la vitre, puis elle m'a laissé entrer, et m'a expliqué qu'elle s'était tellement ennuyée qu'elle avait décidé d'aller explorer. « Lise, nous étions d'accord pour ne jamais faire ça seule. » ai-je dit. « C'est la règle. » J'ai mis mon sweatshirt de l'école autour d'elle, dans une piètre tentative pour la réconforter. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Louise a resserré le pull autour d'elle, puis elle a fait un signe de tête vers la clé sur le bureau. Je l'ai prise, et j'ai regardé l'écran de l'ordinateur. Le profil de l'unité D16 était ouvert. Il appartenait à une Clara Norbach. Je me suis retourné vers Lise, dont le regard semblait transpercer le sol. « Bon, » j'ai dit en me dirigeant vers la porte. « Je reviens tout de suite. » Je n'avais jamais ouvert une unité au 4e étage. Lise avait décidé d'y aller sans moi. Je savais exactement où était l'unité en question, parce que la disposition était la même à chaque niveau. Mais cet étage était plus sombre. Moins de gens louaient ici, et les ampoules de certains plafonniers n'avaient pas été remplacées depuis des années. Une odeur faible mais inimitable est parvenue à mon nez alors que je me dirigeais vers le hall. Cela s'apparentait à la puanteur d'une viande pourrie. Plus je me rapprochais, plus elle devenait forte. Lorsque j'ai soulevé la porte métallique coulissante pour entrer dans l'unité, une vague de puanteur m'a presque fait tomber par terre. Devant moi se trouvait une grande table en bois, et derrière elle, une étagère transformée en autel. Du sang séché recouvrait la surface de la table et serpentait le long de ses pieds jusqu'au sol en ciment. Une douzaine de bougies à moitié consumées ornaient l'autel, disposées cérémonieusement sous un tableau que je n'arrivais pas à distinguer. Je me suis couvert le nez avec ma chemise et j'ai appuyé sur l'interrupteur. Mais l'ampoule avait été enlevée. J'ai utilisé mon téléphone portable pour éclairer la pièce, et soudain quelques objets ont scintillé et brillé autour de moi. Sur la table se trouvait un couperet, épais et adapté à la boucherie. Posé sur l'autel entre les bougies, un couteau à désosser à l'aspect particulièrement cruel. Je me suis approché du tableau, et en chemin ma chaussure s'est écrasée contre un morceau de chair. J'ai glappi quand mon pied a glissé, mais je me suis rattrapé sur l'autel. Des morceaux de viande recouverts de poils jonchaient le sol, et une masse de viscères était empilée au fond de la pièce. J'ai levé les yeux, et j'ai vu la peinture qui me surplombait. Elle représentait la forme d'un homme enveloppé de ténèbres. Ses mains étaient jointes devant lui en signe de prière, et des yeux gris à peine discernables bâillaient sous les masses de peinture noire qui formaient son visage. Le feu s'élevait tout autour de lui, et une lune d'un rouge profond flottait dans l'air, derrière sa tête, comme un halo sinistre. La peinture a révélé une vieille peur au fond de moi, réveillant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance. J'étais terrifié. J'ai fait demi-tour pour partir et ce faisant, mon téléphone a allumé un symbole géant maculé de sang sur la table. Un cercle dont les stries s'élèvent en son centre et s'enroulent en forme de corne de bélier. Et puis je l'ai vu, sous la table, placée au centre du symbole sanglant, se trouvait une tête. Des yeux bruns sans vie me regardaient, larges et fixes, la bouche ouverte dans un cri éternel. C'était le chien de Stéphane, Léo.
Je pouvais à peine parler quand je suis retourné à la réception. Le choc de Lise s'était transformé en rage, et elle a exigé que nous appelions la police. J'ai accepté timidement, mais j'ai changé d'avis et lui ai pris le téléphone des mains après avoir jeté un coup d'œil à l'écran de l'ordinateur. Quelque chose clochait avec le dossier de Clara Norbach. Elle payait 3 fois plus que le tarif normal. « Essaye un autre », a dit Lise en me rejoignant près de l'ordinateur. « Et c'est une des unités qu'on a déjà ouvertes. » J'ai sorti le dossier de M. Klein, le type qui se filmait avec son élève. Pareil, tarif 3 fois plus cher. Lise et moi avons réalisé en même temps. Stéphane ouvrait des unités, tout comme nous. Sauf qu'au lieu de les signaler, il extorquait les locataires. Il n'a probablement même pas appelé les flics pour Klein, après que nous l'ayons attrapé avec la fille. Il lui a probablement juste dit que la fête était finie. Mais quelle enflure, a explosé Lise. Elle s'est précipitée dans la pièce, jurant et rassemblant ses affaires au fur et à mesure. Je me casse d'ici, et j'appelle les flics. Elle a tendu une main ouverte vers moi, attendant que je lui donne son téléphone. À la lourdeur de son souffle, je pouvais dire qu'elle était prête à frapper quelqu'un à tout moment, et j'étais la seule personne autour. « Attends juste quelques jours », ai-je imploré, en laissant tomber le téléphone dans sa main. « Laisse-moi jeter juste un coup d'œil à ceux que nous n'avons pas encore ouverts. Je parie qu'il y en a d'autres, et peut-être qu'on pourra vraiment le coincer. Peut-être même qu'on peut le faire enfermer pour un long moment. » Il a fallu un temps à Lise pour se calmer, mais elle a finalement accepté et s'est dirigée vers la porte. « J'en ai assez, a-t-elle dit. Dis-lui ce que tu veux. » Puis elle a disparu dans la nuit. J'ai passé l'heure suivante à parcourir les fichiers de locataires restants. Les 4e et 5e étages étaient pour la plupart vides, avec quelques locations par-ci et là, tous au tarif préférentiel de Stéphane. Mais la chose qui a suscité mon intérêt était une collection de 5 unités, toutes dans une rangée, marquées comme réservées pour l'utilisation de l'installation. Mais quelle sorte de choses pouvait être là-dedans? J'ai supposé que c'était pour la cachette personnelle de Stéphane. Cette nuit-là, j'ai rassemblé mon courage et j'ai décidé d'aller fouiller. Le souvenir de Léo se pavanant tourbillonnait dans mon esprit, entrant en collision avec des images de son corps, massacré, éparpillé, dans cette horrible pièce sombre. J'avais envie de vomir, mais je voulais coincer ce malade de Stéphane, ne serait-ce qu'au nom de Léo. C'était un bon chien. Dans une des unités, il était évident qu'il cultivait de la marijuana à l'intérieur. Des bâches en plastique tapissaient les murs pour dissimuler l'odeur, et des lampes UV et des ventilateurs coûteux étaient méticuleusement disposés dans la pièce. Mais la culture avait été récemment récoltée, et il ne restait rien ou presque qui puisse être relié à Stéphane. Je suis passé à une autre unité qui était complètement vide, à part quelques vieux tableaux posés dans un coin, avec des couvertures dessus. Ils avaient peut-être été volés, mais même s'il s'agissait de reliques inestimables dérobées par les nazis, ils ne pouvaient probablement pas être liés à Stéphane. J'ai continué ma recherche, mais après un certain temps, j'ai abandonné et me suis dirigé directement vers les unités mystérieuses au dernier étage. Une seule lumière fonctionnait dans ce hall. Elle pendait solennellement dans l'obscurité, éclairant seulement un petit cône en dessous d'elle. Juste derrière elle, je pouvais à peine distinguer un groupe de chariots de service disposés comme un barrage pour empêcher les locataires de passer. Je les ai escaladés avec précaution, en me servant de mon téléphone comme lampe. Une douzaine d'autres m'ont conduit aux unités réservées. Ces unités étaient différentes. Aucune d'entre elles n'avait de serrure, sauf celle qui se trouvait au fond. Les portes des 4 premières étaient verrouillées par des poids, impossibles à ouvrir avec mes bras maigres. Le pass s'est avéré inutile sur la 5e unité. Il y avait un vieux cadenas à combinaison très épais. J'ai essayé l'adresse de l'établissement, le numéro de l'étage et de l'unité, et même le numéro imprimé au dos du cadenas, mais rien n'a fonctionné. Je suis retourné à l'accueil et j'ai fermé l'établissement. Mon enquête devra se poursuivre un autre jour. Quelques jours plus tard, Stéphane a appelé, me demandant de travailler quelques jours supplémentaires. Apparemment, Lise avait démissionné, ce qui m'a enlevé la pression de devoir inventer un mensonge. Je lui ai envoyé un message et lui ai demandé comment ça s'était passé. Ce qu'elle a dit m'a retourné l'estomac. Lise était allée au travail pour prendre son dernier salaire,
mais Stéphane lui a dit qu'il l'aurait dans quelques jours. En sortant, la reine des psychopathes elle-même, Clara Norbach, est entrée, avec un petit caniche en laisse. Lise a perdu la tête et leur a sauté dessus en criant qu'elle savait ce qu'elle faisait et qu'elle irait voir les flics. Elle a mis sa menace à exécution, mais les policiers lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas ouvrir l'unité sans preuve à l'appui de son accusation. Et dans mon état de panique, je n'avais pas pensé à prendre des photos avec mon téléphone. Ils ont dit qu'ils passeraient et parleraient à Stéphane, mais elle leur a dit de ne pas se donner la peine. J'ai accepté de faire des gardes supplémentaires, mais secrètement je prévoyais d'en faire suffisamment pour coincer Stéphane sur quelque chose de substantiel. Lise a cessé de répondre à mes messages cette semaine-là. Je savais qu'elle était furieuse que je ne l'aide pas à corroborer ses dires. Le vendredi soir est arrivé. Quand j'ai pointé, Stéphane est descendu des unités, la sueur imbibant son débardeur dégoûtant et luisant sur son torse poilu. On aurait dit qu'il avait déplacé un tas de merde, probablement pour dissimuler quelque chose. J'ai essayé de ne pas établir de contact visuel. Au moment où il est parti, j'ai commencé ma recherche. J'ai fouillé son bureau, à la recherche d'une série de chiffres qu'il aurait été assez bête d'utiliser comme code pour le cadenas. J'ai appris le nom de son ex-femme et j'ai cherché sur Facebook. J'ai trouvé sa date de naissance et l'ai écrite. J'ai écrit d'autres chiffres que Stéphane avait griffonnés sur des post-it. J'ai même écrit 666, au cas où il se croirait un adorateur du diable comme Madame Norbach. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a serré la gorge. Minimisé sur l'écran d'ordinateur de Stéphane était une copie scannée de la demande d'emploi de Lise. J'ai vérifié l'historique de son navigateur et trouvé des douzaines de recherches Google sur Lise. Il essayait de trouver tout ce qui la concernait, réseaux sociaux, photos, famille. Cette recherche s'étendait au-delà d'un simple licenciement. Stéphane était obsédé par cette fille. J'ai noté la date de naissance de Lise et pris une lampe de poche sur le bureau. Puis je me suis dirigé vers le 5e étage. Le couloir était complètement noir. L'ampoule avait été retirée. Plus loin, le barrage de chariots avait été renforcé. Maintenant, un rempart de chariots, de palettes et de poubelles obstruait mon chemin. J'ai tout démonté, pièce par pièce, ne me demandant plus pourquoi Stéphane avait été si essoufflé plus tôt. J'ai fini par atteindre la fin du hall et j'ai fixé la porte de l'unité de Stéphane. Le cadenas s'est ouvert avec un pop satisfaisant. J'ai seulement essayé une série de chiffres. Quand la porte métallique s'est ouverte, j'ai eu le souffle coupé et j'ai trébuché en arrière. 4 personnes étaient assises autour d'une table, immobiles comme la mort, sans être dérangées par mon intrusion. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce que je voyais. À mesure que le faisceau de la lampe se déplaçait dans la pièce, des fragments d'images se sont assemblés dans mon cerveau. Des membres pâles, des corps raides, des visages centrés. J'ai réalisé qu'il s'agissait de mannequins. 4 mannequins, assis soigneusement autour d'une table, attendant un festin. Des assiettes et des couverts avaient été disposés devant chaque personnage, et une bouteille de vin trônait au milieu. Un mélange d'effroi et de curiosité m'a traversé, me poussant à entrer dans la pièce. Une sensation électrique m'a parcouru le dos en passant devant la table. J'ai imaginé que les choses effrayantes se tendaient vers moi, prêtes à me saisir. Je les imaginais en train de m'écorcher et de faire de moi leur repas. Derrière eux se trouvait une porte de fortune découpée dans l'un des murs grillagés. Il semblait que Stéphane avait connecté les 5 unités pour en faire un grand appartement. La zone suivante ressemblait à une salle de séjour. Il y avait un canapé, un meuble télé et un tableau à la place de la télévision. Je l'ai reconnu au moment où le faisceau de ma lampe de poche a vacillé dessus. Le même tableau que j'avais vu dans l'unité de Clara Norbach. Stéphane avait dû le garder comme souvenir après avoir renvoyé Madame Norbach. 2 mannequins étaient assis sur le canapé. L'un d'eux regardait le tableau, comme s'il était hypnotisé par ce dernier. L'autre avait la tête baissée et les mains jointes, partageant une sombre prière avec le méchant homme de la peinture. La chair de poule a parcouru mes bras alors que je contemplais la scène. Qu'est-ce que Stéphane pouvait bien faire là-dedans? Faisait-il partie d'un culte? Était-il juste un solitaire bizarre qui passait son temps ici avec ses amis? La pièce suivante m'a presque fait vomir.
J'y ai trouvé l'horrible matelas de M. Klein, imprégné depuis plusieurs années de toutes les tâches humaines inimaginables. Allongé dessus, dans une pose séduisante, se trouvait un mannequin féminin avec une perruque rousse, attendant le retour de son maître négligé. Elle aussi était tachée. Rousse, j'ai pensé, comme les cheveux de Lise. La 4e pièce débordait d'une surabondance de vieux meubles, disposés de manière à ce que personne ne prenne la peine de la traverser. Mais à ce stade, j'avais l'impression de connaître Stéphane mieux que quiconque dans le monde. Et je savais qu'il y avait quelque chose dans cette dernière pièce que je devais voir. J'ai grimpé à travers une forteresse de bureaux, de tables et de chaises, et je suis tombé sur le sol à l'entrée de la 5e pièce. J'avais atterri sur quelque chose en plastique, un genre de sac poubelle. Ma lumière est tombée sur une surface blanche scintillante, à 3 mètres devant moi. Une seule ligne rouge se reflétait en hauteur. Je l'ai suivie des yeux, et me suis arrêté en voyant la main d'une femme. Je me suis levé en titubant, la lumière s'agitant dans ma main. Son faisceau a dansé sur le plafond, rebondissant sur des traînées de sang. Puis la lumière s'est figée devant moi. Le cadavre d'une femme allongée dans une baignoire ancienne, les bras drapés sur les côtés, comme s'ils étaient lancés dans une démonstration de sensualité. Même avec sa tête inclinée vers l'arrière et son menton vers le plafond, ses cheveux étaient reconnaissables entre tous. C'était Lise, qui n'avait pas répondu à mes textos depuis des jours. Plusieurs couches de plastique avaient été enroulées autour de son corps, dans une tentative hâtive de la préserver, ou au moins de cacher l'odeur, mais le sang qui maculait chaque centimètre de la baignoire semblait récent. Elle était morte il y a quelques heures, portant toujours mon sweatshirt. Tout ce que j'avais mangé de la journée est sorti violemment de mon estomac pour atterrir 1 mètre plus loin. J'ai couru et me suis jeté dans l'enchevêtrement de meubles, cherchant désespérément à sortir de la pièce aussi vite que possible. Un pied de table a heurté ma cage thoracique et m'a presque assommé. Mon cœur a vibré dans mes oreilles comme une guêpe géante. Je sentais ma bile contre le fond de ma gorge. Je me suis envolé de la pile et j'ai heurté le sol en courant devant les mannequins en prière. Mon pied a attrapé l'un des leurs et l'a tiré sur le sol derrière moi. Mon esprit a interprété cela comme une des choses rampantes après moi. Cela a mis de l'huile sur le feu, et pris de terreur, je me suis mis à détaler jusqu'à ce que je sorte en trombe de l'unité et traverse tout le couloir du 5e étage. Je n'ai pas attendu l'ascenseur, j'ai pris les escaliers. Une semaine plus tard, l'inspecteur de police chargé de l'enquête sur Stéphane m'a dit que Lise avait été retenue captive pendant 48 heures, puis étouffée. La cavité de son corps avait été rituellement ouverte et vidée. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit ensuite. Quand la légiste a ouvert le ventre de Lise, elle a trouvé une poupée, un bébé en plastique. Lise avait ensuite été recousue et rhabillée. Tout ce rituel semblait minutieusement exécuté. Il se demandait si Stéphane n'avait pas déjà pratiqué ce genre de rituel auparavant. Ce monstre était introuvable. La police a dit que sa maison était pratiquement vide et que sa voiture avait été abandonnée juste à l'extérieur de la ville. Il m'a fallu des années pour être capable de marcher dans des pièces sombres après ça, et des années de plus jusqu'à ce que je cesse de rêver de Lise et Léo souffrant dans le noir. Je ne sais pas si je vais pouvoir un jour me pardonner d'avoir échoué. Aujourd'hui encore, je le vois dans mes rêves. Cet homme dans le tableau, enveloppé d'ombre et de flammes, priant pour quelque chose de maléfique. Et chaque fois que je regarde dans la foule, je me demande qui parmi eux pourrait un jour exaucer son prochain souhait. Je fais souvent des cauchemars sur les escaliers. Les rêves sont toujours différents. Parfois je me retrouve en haut de l'un d'eux, à regarder en bas dans l'obscurité. Parfois une personne, ou peut-être quelque chose d'autre, commence à ramper hors de l'obscurité et à monter vers moi. Il m'est même arrivé de me réveiller au milieu de la nuit dans ma propre maison, au son de quelqu'un qui montait lentement les escaliers. Récemment, j'ai rêvé que j'étais assis dans un fauteuil roulant d'hôpital,
attaché avec du fil barbelé. Du sang s'écoulait de toutes les entailles sur ma peau et laissait des traces sur le sol lorsque le fauteuil reculait. Quelqu'un me traînait par derrière, dans un long couloir très sombre, de plus en plus loin d'une porte ouverte, où la lumière du soleil entrait. Puis la chaise est tombée en arrière. Un escalier infini s'est élevé et s'est éloigné de moi tandis que je dégringolais. Certaines de mes histoires préférées que j'ai lues sur Reddit No Sleep sont celles où les gens vont explorer des endroits où ils ne devraient pas être. J'ai donc pensé que je pourrais partager une de mes propres expériences qui m'a marqué pendant des années et qui est la source de ma peur très inhabituelle. Enfant, j'ai toujours aimé explorer. Nous avions quitté le Colorado pour le comté d'Orange en Californie l'année précédente, et j'avais rapidement appris que le comté d'Orange était un endroit très ennuyeux pour un jeune aventurier comme moi. C'était un terrain vague de banlieue avec des maisons identiques, des grands magasins et des parcs parfaitement entretenus. Il n'y avait pas de maisons hantées ou d'asiles abandonnés à 150 km à la ronde. En fait, je ne me souviens même pas avoir vu un cimetière. Je suppose que cela corrobore mon hypothèse selon laquelle tous les habitants du comté d'Orange sont des vampires immortels qui se nourrissent de crème solaire et de cigarettes. Cependant, chaque été, ma mère et moi allions rendre visite à sa famille à Boston et dans le Connecticut. Là-bas, en Nouvelle-Angleterre, il y avait de vraies aventures à vivre. Quand j'avais 12 ans, ma mère me laissait emmener mon meilleur ami Ronnie pour ce voyage d'un mois. Il était le parfait acolyte et était toujours heureux de fouiner avec moi. Nous avons donc passé la première semaine dans le Massachusetts à chasser les fantômes dans le cimetière local et dans les bois voisins. Mais quand nous sommes arrivés à la maison de mon oncle dans le Connecticut, nous avons fait la grave erreur de nous aventurer trop loin dans la nature. C'était la fin de l'après-midi et le soleil allait s'éclipser derrière les arbres dans quelques heures. Alors Ronnie et moi avons promis à ma mère de rester dans le jardin. Et bien sûr, nous ne l'avons pas fait. Nous nous sommes enfoncés de plus en plus profondément dans le labyrinthe d'arbres, perdant la trace de l'endroit où nous étions. Si vous ne faites pas de randonnée souvent, vous ne réalisez peut-être pas à quel point la lumière du soleil affecte la forêt. À 15 heures, les bois ont une certaine apparence avec la lumière et vous vous familiarisez avec votre environnement. Mais à 16h30, le soleil s'est déplacé, la lumière a changé et il est pratiquement impossible de reconnaître la même zone. Ajoutez à cela les rafales de vent du Connecticut qui font que les arbres et leurs milliards de feuilles se balancent, s'agitent, frissonnent, grincent, et vous avez la recette parfaite pour se perdre. Pour deux jeunes de 12 ans, nous étions dépassés par les événements. Tout ce que nous avions était un sac à dos avec quelques maigres collations et 2 lampes de poche. Je pense que Ronnie et moi étions tous deux conscients que nous ne connaissions pas le chemin du retour, mais nous étions tellement enchantés par notre nouveau terrain d'exploration que nous ne nous en sommes pas associés. Nous avons traversé un ruisseau et continué vers l'est, loin du soleil. Finalement, nous avons trouvé une grande prairie dorée au milieu des bois. De l'autre côté, il y avait un vieux mur de pierre. Nous nous sommes faufilés à travers les hautes herbes et escaladé le mur, révélant un complexe de bâtiments abandonnés et un chemin de terre qui s'en éloignait. La route s'enfonçait dans les bois de l'autre côté de la propriété et un grand ensemble de portes la bloquait. Personne n'était venu ici depuis des années. Ronnie et moi avons d'abord fouillé dans les petits bâtiments. L'un d'eux était un vieux garage pour garer et réparer les bus, et l'autre était un entrepôt. Il n'y avait rien de remarquable, mais il y avait des tags de peinture effrayants à l'intérieur. Des croix gammées, des pentagrammes, des croix inversées et une étrange silhouette souriante avec un couteau. Les adolescents du coin s'étaient probablement accaparé cet endroit depuis des lustres. Ensuite, nous sommes passés par une fenêtre cassée au niveau du sol pour entrer dans le plus grand bâtiment au centre du complexe. Nous nous sommes retrouvés dans ce qui semblait être l'entrée d'un ancien collège. Au crépuscule, nous avons décidé d'explorer l'endroit aussi vite que possible et de revenir le lendemain matin. Cet endroit avait été oublié par le monde. La peinture se détachait de chaque mur et la rouille envahissait chaque centimètre des cadres de porte et des casiers. Au centre du bâtiment, il y avait une paire d'énormes escaliers. L'un montait, l'autre descendait. Ronnie est monté
Rétrospectivement, j'aurais aimé qu'on reste ensemble, mais les enfants sont stupides et intrépides. J'ai descendu les escaliers dans les entrailles de l'école. Nous avions eu la prévoyance d'emporter des lampes de poche, mais elles étaient faibles et peu fiables. J'en ai pris une et j'ai utilisé le cercle pâle qu'elle produisait pour éclairer à peine quelques couloirs pleins de poussière et d'ordures et un ascenseur défectueux. À l'intérieur se trouvait un fauteuil roulant d'hôpital. Dans un autre hall, j'ai trouvé un petit escalier qui descendait encore plus bas, et c'est là que ça a commencé à devenir bizarre. Je ne pouvais plus entendre le bruit rassurant des pas de Ronnie sur les carreaux cassés de l'étage, et il n'y avait plus de fenêtre pour laisser entrer le crépuscule. Il y avait encore quelques objets d'hôpital ici, des brancards, des supports à perfusion, un matelas. Ils étaient tous renversés, cassés, éparpillés. Je n'arrivais pas à comprendre ce que tout cela faisait ici. Peut-être que le bâtiment a abrité une maison de retraite avant de devenir une école. Au bout du couloir, je suis tombé sur un ensemble de doubles portes verrouillées par un verrou à tirette en métal près du plafond. J'ai dû sauter et l'attraper pour le déverrouiller. Quand je les ai ouvertes, j'ai senti une forte puanteur de rance. Quelque chose était mort ici. Mon instinct me disait de faire demi-tour et de fuir, mais ma curiosité morbide m'a poussé à avancer. J'ai contourné le coin du mur pour entrer dans une immense pièce, peut-être de la taille d'un gymnase, à en juger par l'écho de mes pas. Ma lampe de poche passait sur le sol devant moi, éclairant des morceaux de fenêtres cassés, des bouteilles en verre éclatées et une seringue usagée. J'ai regardé les murs avec la lumière. Sa lueur a fini par atterrir sur le côté opposé de la pièce. Et c'est là que je l'ai vu. Au fond de la grande pièce, dans un coin, il y avait un lit d'hôpital face au mur. Sur celui-ci était assis ce qui ressemblait à un sac d'ordures ou un tas de chiffons. Mais lorsque ma lumière s'est posée dessus un instant, la forme a bougé. C'était une personne. Il y avait un homme affalé sur le lit, ici, dans l'obscurité d'un bâtiment abandonné, derrière une route fermée, au milieu de la forêt, la nuit. Mon estomac s'est replié sur lui-même. Je me souviens que cette prise de conscience m'a procuré un sentiment étrange. Même si je n'étais qu'un enfant, j'ai eu le sentiment immédiat d'être en péril mortel. Je me suis senti vieux et mourant à la seconde où la tête de cet homme s'est levée et a tourné. Mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui. Il a crié quelque chose. Sa voix était plutôt un croassement, comme celle d'une grenouille. Mais il a dit « Kevin ?» Je n'ai rien dit. Je suis resté là, en état de choc, agrippé à la lampe tout en le fixant. L'obscurité de la pièce s'est emparée de moi et m'a maintenu en place. L'homme s'est retourné pour mieux me voir. Même à 10 mètres et dans la lumière la plus faible, je pouvais voir à quel point il était terrifiant. Sa peau était grisâtre et morte. Sa tête ne portait que des mèches de cheveux. Sa veste marron était ouverte et il n'y avait pas de chemise en dessous. Des ecchymoses et des plaies noires en forme de croix se trouvaient sur son torse. Ses yeux étaient ternes et sans vie, comme s'il était mort depuis longtemps. Ses lèvres se sont entrechoquées plusieurs fois avant qu'il ne parvienne à prononcer les mots, mais il a fini par dire à nouveau « Kevin ». Il m'a regardé, plein d'espoir et de nostalgie. Tout ce que je pouvais faire était de secouer la tête de terreur. Je ne pouvais pas parler. Puis l'homme s'est lentement levé, demanda à nouveau « Kevin ». J'ai fait un pas en arrière et il a fait un pas en avant. Quelque chose a brillé dans ses yeux, comme s'il avait soudainement réalisé mon identité, et il a souri. La moitié de ses dents avait disparu, et les autres étaient cassées. Il a crié « Kevin !» J'ai finalement réussi à lâcher. « Non mec, je ne suis pas Kevin, je dois y aller !» Et je me suis retourné pour partir. J'ai quitté l'immense pièce en marchant, en tâtant le terrain avec ma main sans jamais quitter l'homme des yeux. Il ne semblait pas humain. Il ressemblait à un animal, comme un prédateur. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai eu cette sensation que l'on ressent lorsqu'on est en face à un gros chien. Ne pas courir, marcher calmement. Et laissez-moi vous dire que je suis sorti de là comme un marcheur olympique.
Personne n'aurait pu marcher aussi vite que moi à ce moment-là. Et c'est à ce moment précis que ma peur des cages d'escalier et des couloirs sombres est née. L'homme a crié « Une fois de plus, cette fois d'une voix tonitruante, et a sauté par-dessus un tas d'ordures pour se diriger vers moi, en riant de façon hystérique. Quelque chose brillait dans le feu de ma lampe de poche. Il tenait un éclat de verre. Quand j'ai vu ça, tous les organes vitaux de mon corps se sont arrêtés. J'ai eu l'impression qu'il faisait 10 mètres de haut. Il s'est précipité sur moi sauvagement, en hurlant ce nom encore. Il devait être sous mésamphétamine, ou quelque chose comme ça, à en juger non seulement par la folie pure dans ses yeux, mais aussi par sa vitesse terrifiante. Ses petites jambes frêles semblaient avoir été inutilisées pendant des années, et pourtant elles le propulsaient droit sur moi, avec une détermination incroyable. Je me suis retourné et j'ai couru. J'ai couru plus vite que je ne l'avais jamais fait dans toute ma vie. Je ne me suis pas retourné, mais j'ai entendu le claquement horrible de ses pieds nus sur le carrelage, qui résonnait tout autour de moi. J'ai entendu son halètement et sa bave. J'ai entendu ses cris répétés de « Kevin !» J'étais poursuivi par un guépard fantôme blanc et junkie. J'ai traversé les couloirs de l'école presque dans l'obscurité, en essayant désespérément de me rappeler où j'étais exactement et comment en sortir. Tout passait à côté de moi dans le flou. Les cadres de lit, les bureaux et meubles renversés, les papiers. Tout passait à toute vitesse devant moi. Je les ai esquivés, mais ils ont fait trébucher l'homme qui me poursuivait. Il a crié de rage et est tombé au sol à plusieurs reprises. Ses os ont craqué lorsqu'il a heurté le violino. J'ai entendu chaque bruit horrible que son corps a fait en bougeant. Il n'était qu'un sac d'os détaché et de produits chimiques. Il y avait une porte devant moi. Il y avait une porte devant moi et une petite lumière pâle entrée par la vitre sale de l'autre côté. J'ai réalisé que ce devait être le moyen de remonter au rez-de-chaussée. Juste avant de l'atteindre, j'ai regardé par-dessus mon épaule et cherché l'homme avec ma lampe de poche. Elle vacillait, mais je pouvais distinguer sa forme à plusieurs mètres. Il était à terre, se traînant vers moi en rampant sur le ventre, criant toujours désespérément « Kevin !» dans le noir. Il a tailladé l'air avec l'éclat de verre. Sa main saignait. J'ai pratiquement défoncé cette porte et l'ai refermée derrière moi, puis je l'ai barricadée avec un tas d'objets à portée de moi. Je l'ai entendu essayer d'ouvrir la porte, mais il n'y arrivait pas. J'ai couru dans les escaliers derrière moi et j'ai failli percuter Ronnie. C'est sa lampe de poche qui m'avait guidé vers la porte. Ronnie a essayé de me demander ce qui se passait, mais je l'ai traîné hors du bâtiment, au bord des larmes. Derrière nous, nous pouvions entendre l'homme en bas des escaliers, hurlant et jurant avec une haine d'un autre monde. Ronnie et moi avons pratiquement volé à travers les bois, terrorisés. On a fini par trouver la maison de mon oncle. Après une grosse engueulade, ma mère a compris qu'on ne mentait pas. Alors elle a appelé la police et l'a envoyé dans le complexe abandonné. Là, ils ont trouvé le corps lacéré d'un enfant qui avait disparu plusieurs mois auparavant. Son nom était Kevin Collins. L'homme qui riait avait disparu. Je me suis couché dans mon lit cette nuit-là, terrorisé, presque certain que l'homme savait où nous étions. Je l'imaginais rôdant dans les bois, à la recherche de son prochain Kevin. Je me demandais ce qu'il comptait faire de lui, ou de moi, s'il attrapait l'un d'entre nous. Cette nuit-là, j'ai rêvé qu'il me traînait dans l'escalier pourri, dans l'obscurité. Une semaine à peine s'était écoulée qu'une série d'effractions se produisit dans le quartier de mon oncle, toutes en pleine nuit, et toutes commises par un homme qui s'enfuyait après avoir un peu regardé autour de lui. Pour autant que je sache, il n'a jamais été arrêté. Je ne saurais jamais s'il me cherchait, s'il cherchait un autre enfant, ou encore s'il cherchait simplement de la drogue. Mais cette pensée me tient éveillé la nuit, même en tant qu'adulte. Et depuis lors, je souffre périodiquement de cauchemars. Je reviens toujours à cet endroit dans mes rêves, d'une manière ou d'une autre, et il m'attend toujours en bas dans les escaliers, avec ce sourire horrible sur son visage.
Il y avait quelque chose de bizarre chez ce gars qui nous a donné le sachet. Ses dents étaient jaunes et toutes tordues. Il était très maigre. Et puis il était bien trop content de se faire 30 misérables dollars pour quelques petites pilules. Danny n'avait pas l'air de s'en soucier et a fait l'échange pendant que je regardais nerveusement autour de moi. Nous avons regardé le gars sortir en marchant de mon complexe d'appartements et s'enfuir en courant quand il avançait être hors de vue. Il y a tellement de sales types dans cette ville, ai-je dit en ouvrant une bouteille de root beer. Danny s'est allongé sur le canapé et a mis ses pieds sur la coudoir. J'ai froncé les sourcils. « Le colocataire revient ce soir ?» a-t-il demandé. « Demain » ai-je répondu, en lui tendant une bouteille. « Mais ce serait bien ma chance s'il revenait plus tôt, n'est-ce pas ?» Danny a ri et s'est descendu la moitié de la bouteille. « La vache !» a-t-il dit en remuant ses lèvres. Je me suis dirigé vers la cuisine, à la recherche d'un encas, tout en répondant aux SMS de ma copine. Ils disent qu'il faut manger quelque chose de léger juste avant. J'ai suivi attentivement les conseils en ligne pour me préparer à cette petite expérience. C'était en 2012. Danny était un psychonaute expérimenté, mais je ne m'étais intéressé que récemment à l'exploration d'autres mondes par le biais des hallucinogènes. J'avais été influencé par une expérience quasi spirituelle lors d'une promenade nocturne avec mes écouteurs et un peu d'herbe qu'un ami m'avait donnée. C'était la première fois que j'en prenais, et ce fut un véritable éveil pour moi. J'étais tellement pris par la musique et les rêveries qu'elle peignait dans mon esprit, que dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu envie de retourner dans cet espace émotionnel. Nous étions donc là, dans mon appartement universitaire, avec 6 extas et quelques sodas. « Bon, » a dit Danny, en se levant et en posant la bouteille sur la table basse. « Je devrais rentrer chez moi avant que ça ne fasse effet. » J'ai fermé le frigo et je l'ai regardé. « Quoi ? Tu t'en vas ? Tu vas me laisser triper tout seul ? » « Ouais, tout ira bien, ne t'en fais pas. Ce n'est pas vraiment le genre de truc que tu fais avec tes potes, tu sais. »« Mais tu as déjà pris le tien ?» j'ai demandé, frustré. « Ouais, j'ai laissé le tien juste là, » a-t-il répondu en montrant la table. « Détends-toi, mec, mets de la musique et laisse-toi aller, y a pas de souci. » J'ai dit au revoir à Danny et j'ai regardé le sachet. La plupart des gens suivent leur appréhension et leur ressenti sur les choses. J'aurais aimé avoir une intuition ou un instinct à suivre. Mais je n'ai absolument rien ressenti. Le seul sentiment que j'ai eu était la peur de vomir sur le tapis de mon colocataire et de ne pas récupérer ma caution. Environ 45 minutes après avoir avalé les pilules, j'ai commencé à avoir des regrets. Je pensais que mon samedi soir était gâché, que c'était une perte de 15 $, et le dégoût de moi-même pour avoir avalé des pilules qu'un toxico avait probablement fabriquées dans sa baignoire. Mais peu après, d'autres sentiments ont surgi en moi. Un froid glacial envahit ma peau, comme si le sang se retirait de mes doigts, de mes bras et de mon torse. Cette sensation a été suivie d'une légère nausée, d'une oppression dans la poitrine et d'autres symptômes mineurs d'anxiété que j'avais lus sur Internet. J'ai ravalé mes craintes et essayé de rester optimiste. La lumière du soleil a traversé la pièce et a disparu peu après. Puis les grillons ont commencé leur sonate. D'énormes vagues de chaleur et de froid ont parcouru mon corps. Elles allaient et venaient si intensément que j'ai dû retirer mes écouteurs de mes oreilles et faire les 100 pas dans le salon. La sueur coulait de mes pores et semblait se figer au moment où elle entrait en contact avec l'air. J'avais l'impression d'attraper une mauvaise grippe. Mon téléphone a sonné sur la table basse. C'était Danny. Pendant un bref instant, je me suis dit que je ne connaissais pas de Danny. « Félix » a-t-il dit en respirant rapidement. « Quoi de neuf, mec ?» j'ai demandé, instantanément conscient de l'effroi dans sa voix. Danny a éclaté en sanglots. Il sanglotait dans le téléphone, marmonnant un charabia dans sa respiration. En arrière-plan, je pouvais entendre sa petite amie paniquer. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» j'ai demandé. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles. Il s'est mis à délirer, à pleurer tout en riant, ponctué de temps en temps de gémissements et de cris déchirants. Il avait du mal à respirer. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a hurlé sa copine. « C'est pas de l'exta », il a crié dans le téléphone, en pleurant comme un fou. Mon cœur a semblé s'arrêter de battre. « J'ai pris une pilule », a dit Danny à sa petite amie. «
Jette ça, jette-les !» « Danny !» j'ai crié, essayant d'attirer son attention. « Comment ça, tu as pris une pilule ? On en a acheté 6, Danny. »« Je crois que je perds la tête, » a-t-il chuchoté. « Je peux voir l'enfer. Ce n'est pas du tout comme ils le décrivent. »« Danny, combien de pilules as-tu pris ?» j'ai demandé. « C'est important, ressaisis-toi. » Sa petite amie a crié quelque chose en arrière-plan. « Oui, une pilule, j'ai pris une pilule. » Des visions de mort ont envahi mon esprit. « Danny, ai-je dit, en essayant de garder mon calme. « Écoute-moi, j'ai pris les 3. Je pensais que c'était la dose. » Il a commencé à crier. C'étaient des cris de pure terreur, les cris d'un homme mourant. « Pose ça !» a crié sa petite amie, puis le téléphone a coupé. Je suis resté là, dans le silence de mon salon vide, les yeux fixés sur le téléphone. De la sueur froide a coulé dans mon dos. J'avais la chair de poule. J'étais sur une fusée qui venait de décoller et je me prenais des jets de panique qui se multipliaient à chaque minute qui passait. Dans mon emprise de plus en plus faible sur la réalité, je me suis dit qu'en restant assis dans le fauteuil dans un silence absolu, je serais en sécurité et moins stimulé. Mon seul objectif était maintenant de priver la drogue de l'énergie qu'elle pouvait utiliser pour m'entraîner dans un cauchemar éveillé de 6 heures. J'ai éteint la télévision, posé l'iPod et mis le bloc de couteau de cuisine dans un meuble. Je me suis versé un verre d'eau d'une main tremblante et suis retourné en titubant vers le canapé. Au moment où je me suis assis, le silence le plus total a envahi mes sens et je suis devenu hypersensible aux sensations physiques de mon corps. Mon estomac a grogné. Il me promettait des ravages indicibles le lendemain matin et gargouillait de colère contre le poison que je lui avais envoyé. Il gargouillait en rythme, il essayait de communiquer avec moi. J'ai essayé de déchiffrer les mots. Ce n'est pas de l'extase. La voix de Danny résonnait dans ma mémoire. Les gémissements de mon estomac correspondaient aux syllabes. Cette seule pensée m'a catapulté dans un nouvel état de terreur, réaffirmant à quel point j'étais condamné. Mon sang s'est épaissi, semblant devenir de la boue, et s'est tendu dans mes veines, ralentissant mes mouvements et ma respiration. J'ai essayé de détourner mon attention de mon corps défaillant pour l'orienter vers la pièce. Le plafond blanc-crème ondulait comme la surface d'un étang, puis devenait tendu et rigide. Il a répété cela encore et encore, jusqu'à ce que des gouttes épaisses et blanches commencent à couler sur le tapis. J'ai tendu les mains pour en attraper une partie, puis je l'ai frottée entre mes doigts. Elle a séché rapidement et a recouvert mes mains d'une poussière de plâtre, puis a disparu. Ma capacité à contrôler mes propres sens était instable. Un moment, j'étais capable de supposer que j'avais ingéré du LSD. Le moment suivant, je n'étais absolument pas conscient d'avoir pris quelconque substance. Une conscience significative s'allumait et s'éteignait dans mon cerveau, comme une ampoule qui grésillait. Très vite, je me suis rendu compte que le salon tout entier s'était desséché. Il ne ressemblait plus à de la cire fondante, mais paraissait déshydraté, comme la façade d'un vieux bâtiment à Rome. Mon corps s'était fossilisé en grès et avait fusionné avec le fauteuil, et seuls mes yeux étaient assez humides pour bouger. Ils roulaient autour de leur orbite, examinant les piles de DVD, la table basse, la télévision. Tout s'est fissuré, s'est effondré et a basculé dans l'éternité. Je suis devenu une statue mourante parmi les ruines antiques, et chaque respiration laborieuse envoyait de la poussière dans l'air devant moi. Quelque chose de coloré est apparu sur mes genoux. Il a gigoté et s'est transformé en une suite flottante de formes géométriques variées. Il brillait de myriades de couleurs et gazouillait de belles chansons comme un oiseau venu d'un pays lointain. J'ai tendu la main et l'ai ramassé avec mes mains tremblantes. Sur ces nombreuses surfaces scintillaient des runes incompréhensibles. Une tête aux 1000 yeux se forma au centre, qui se condensa ensuite en un visage familier d'être humain. Les runes tournèrent sur place jusqu'à ce qu'elles soient lisibles. Elles sont devenues Danny. Je ne connais pas ce Danny, ai-je dit en laissant tomber l'objet sur mes genoux. J'ai regardé la fenêtre et j'ai aperçu les ténèbres à travers elle. Je me suis rendu compte que le monde extérieur
s'était écroulé et que dans la petite pièce dans laquelle j'étais assis était tout ce qui existait. J'ai regardé le visage vide de l'abîme, essayant désespérément de me prouver que j'avais tort. Mais seules les ténèbres m'ont regardé en retour. Ce n'est pas l'obscurité de l'espace vide, mais plutôt la surface d'un néant texturé. L'univers ne s'étendait tout simplement pas au-delà de la vitre. Il n'y avait pas d'extérieur. La pièce est devenue chaude et claustrophobe à cette révélation. J'ai touché la vitre et senti son froid glacial, ce qui m'a apporté un certain réconfort. J'ai respiré sur sa surface et j'ai tracé de petites runes dessus avec mon doigt. Ma main bourdonnait avec détermination, et bien que je n'ai aucune idée de ce que j'écrivais, cela me calmait de le faire. Lorsque j'ai manqué d'espace, je me suis dirigé vers une autre fenêtre, plus grande, située à proximité. La moquette s'accrochait à mes pieds et retombait sur le sol quand je marchais. Dans cette fenêtre, je pouvais voir mon propre reflet. Mon double fantomatique me regardait en arrière, imitant tous mes mouvements avec un léger retard. Il avait l'air plus âgé, plus sinistre, plus froid. Un voile blanc obscurcissait les détails de son visage. J'ai d'abord cru que c'était de la buée sur la vitre, mais après avoir glissé mes mains dessus, j'ai senti que c'était de la soie d'araignée. Des toiles, j'ai marmonné, en tirant la langue tout autour. Pendant que je parlais, j'ai regardé des centaines de petites araignées grises se déplacer sur le visage de mon reflet, l'obscurcissant encore plus avec d'autres toiles. Je me suis approché de mon propre visage et j'ai doucement fait glisser mes doigts sur ma peau. Par la fenêtre, je pouvais voir les toiles d'araignées tomber, mais les araignées revenaient. J'ai frotté plus rapidement, en gloussant d'amusement lorsque les araignées essayaient de faire la course avec moi. J'ai finalement réussi à les attraper et à les enlever une par une. Enfin, mon reflet était clairement visible. Les toiles d'araignée s'étaient détachées pour révéler un spectacle inquiétant. Un visage blême et mortel me fixait. Ses yeux déshydratés étaient enfoncés et brillaient de la couleur du pu, et son nez était exsangue et ratatiné. Je le regardais avec horreur, et il m'a rendu mon regard avec une fascination intense. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et j'ai eu des spasmes dans ma poitrine. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de ce spectacle abominable. Nous nous sommes fixés pendant 1 millier d'années, la pièce vieillissait tout autour de moi, et est devenue violette, grise et noire. Elle pourrissait, s'est éteinte à ma périphérie puis a bourgeonné, s'est épanouie. Je me suis senti obligé de tendre la main pour dessiner d'autres runes sur la fenêtre. Mais alors que je m'apprêtais, les doigts de mon reflet m'ont copié et ont maculé la fenêtre de sang. Le rouge vif m'a mortifié et j'ai essayé de crier. Des sons extraterrestres sortaient de ma bouche, tandis que mon reflet souriait simplement et me regardait. Derrière lui, plusieurs silhouettes se sont formées, chacune ayant grossièrement la forme d'une personne. Leur visage était trop flou pour être distingué, car ils se tenaient beaucoup plus loin. Mais même à travers le brouillard et le sang, je pouvais voir qu'ils souriaient. Mes cris m'ont fait sortir de cette transe qui m'emprisonnait devant la fenêtre. Je me suis recroquevillé sur la chaise, mettant mon visage dans mes mains. L'air s'est évaporé de la pièce, et j'ai dû reprendre mon souffle entre 2 cris de terreur. Une douzaine de lignes noires épaisses ont lentement poussé sur le sol, se déplaçant horizontalement et verticalement, jusqu'à ce que la pièce soit divisée en cubes. Ils se déplaçaient mécaniquement comme un Rubik's Cube, jusqu'à ce que les multiples surfaces de la réalité se reconfigurent en une autre parallèle. Lorsqu'ils se sont mis en place, j'ai vu des voitures me dépasser dans toutes les directions. Leurs phares éclairaient la pluie battante qui déferlait sur le sol tout autour de moi. Je ne les percevais qu'à quelques images par seconde, et les voitures avaient plus l'air de se téléporter que de rouler. Le rugissement de leurs klaxons et de leurs moteurs m'assourdissait. La pluie m'assourdissait. Mes cris m'assourdissaient. Puis les lignes noires sont revenues. Le monde s'est à nouveau brisé en carrés, puis en cubes, et ils se sont réalignés sur un couloir infini. Des créatures sauvages aux vêtements abîmés bleus dansaient tout autour de moi, touchant mon visage et mes cheveux, tirant sur ma chemise. Elles parlaient dans des langues incompréhensibles et me forçaient à me recoucher sur la chaise
lorsque je tentais de m'échapper. Bien que je sois assis, ma chaise glissa dans le couloir et contourna plusieurs coins. Des créatures plus grandes et blanches me regardaient par intermittence. Lacération sévère. Je pensais avoir entendu une voix dire ça. Des fragments de choses que je pouvais comprendre ont résonné autour de moi. En état de choc, a dit une autre. Test sanguin. Qu'est-ce qu'il a avalé? Monsieur Blackwell? Félix? J'ai passé 2 jours dans cet hôpital. Faye, ma petite amie, était à mes côtés quand je me suis réveillé. Elle pleurait pendant qu'on me changeait mes bandages, me suppliant de lui dire pourquoi j'avais fait ça. L'infirmière me faisait des prises de sang à intervalles réguliers et secouait la tête en regardant les résultats du test. Je n'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé, jusqu'à ce que Faye m'informe que Danny était en prison pour avoir tenté de tuer le chien de sa petite amie. Des bribes de cette nuit ont commencé à me revenir, mais ma mémoire était encore faible et désordonnée. Puis Faye a allumé son téléphone portable et m'a montré une photo qu'elle avait prise la nuit où je me suis retrouvé aux urgences. C'était la photo d'une fenêtre. Avec du sang séché et écaillé, on pouvait lire « Ouvre ». Ce mot était écrit de dehors sur la vitre. Mon oncle avait des bulles au cerveau. Ma mère m'a appelé il y a quelques jours. Elle pleurait et m'a rappelé que c'était l'anniversaire de son frère Brian. J'ai été surpris d'entendre son nom. Elle n'avait pas parlé de lui depuis si longtemps que j'avais complètement oublié ce qui s'était passé. Lorsque j'ai raconté cette histoire à mon ami, il m'a dit que Reddit adorait les histoires de gouvernement qui donnent la chair de poule. Voici donc l'histoire du sombre mystère de ma famille. Je vais d'abord vous dire ce que je sais, puis je vous dirai comment je le sais. Mon oncle Brian était un nettoyeur pour une société privée sous contrat avec le gouvernement américain. Son travail, ou plutôt le travail de son équipe, consistait à récupérer ou à détruire les données secrètes des navires militaires coulés. Il pouvait s'agir de documents, de disques durs, de cargaisons, d'armes, de plaques d'immatriculation ou de cartes d'identité, ou encore de cadavres. Il effaçait les numéros de série des navires, retirait les indicateurs du pays d'origine et récupérait les pièces de valeur. Ses fonctions ne se limitaient pas à cela, mais celles-ci étaient les plus intéressantes et les plus pertinentes. Brian a effectué des plongées en haute mer entre 1969 et 1971, puis à nouveau entre 1980 et 1981. Nous ne savons pas grand-chose de sa vie entre ces 2 périodes, mais nous savons qu'il s'était retrouvé dans un camp d'entraînement quelque part dans l'Arctique, probablement au Groenland ou au Canada. Pendant cette période, il ne se rendait chez lui en Arizona que 6 semaines par an, et il lui avait infligé des restrictions très bizarres. Il n'avait pas le droit d'acheter des fournitures de bureau ou des machines à écrire, ne pouvait pas dépenser d'argent, sauf avec un chéquier émis par son employeur. Il ne pouvait pas aller dans une banque pour quelque raison que ce soit, ne pouvait pas manipuler d'argent liquide, ne pouvait pas aller à de grands rassemblements ou boire de l'alcool, etc. Il ne le laissait même pas fumer des cigarettes. Il lui était interdit d'écrire quoi que ce soit, et ne pouvait donc jamais tenir un crayon, ne pouvait pas parler de son travail, et refusait même de toucher un téléphone, à une exception près. Brian devait appeler un numéro de téléphone toutes les 6 heures, quelle que soit l'heure de la journée. Il se réveillait au milieu de la nuit pour passer cet appel, ce qui énervait toujours sa femme. À chaque fois qu'il appelait, il parlait toujours de manière décontractée, comme s'il parlait à un vieil ami, et avait des conversations qui se résumaient à du bavardage inutile. Je n'ai entendu ces appels qu'une seule fois dans ma vie, et ce n'est que rétrospectivement que j'ai réalisé qu'elles étaient fortement codées. Ce qu'il disait réellement, nous ne le saurons jamais. Même lorsque quelqu'un appelait pour Brian, il ne prenait pas le téléphone. Il ne le touchait ou ne parlait que s'il composait le numéro inscrit sur le réfrigérateur. Je n'ai jamais vu une personne aussi paranoïaque dans ma vie, mais dans mon jeune âge, je trouvais son comportement inoffensif et plutôt amusant.
Mon oncle a mystérieusement disparu en 1989, alors que j'avais 12 ans. Je ne l'avais rencontré que 2 fois, et à cette époque, il était à la retraite. J'étais trop jeune pour me souvenir de lui la première fois, mais la deuxième fois, j'ai préféré oublier ce qui s'était passé, et y avait presque réussi, jusqu'à ce que ma mère m'en reparle et fasse ressurgir ma mémoire. Quand nous lui avons rendu visite pendant 1 semaine à Phoenix, il était morose tout le temps. L'homme était singulièrement inamical et semblait à peine conscient de quoi que ce soit d'autre que ses propres pensées. Il était plus pensif et renfermé que n'importe qui d'autre, comme s'il s'était retiré de cette planète en laissant derrière lui un corps fonctionnel. Il regardait tout le temps par-dessus son épaule, même sur le canapé, et regardait toujours le rétroviseur quand ma mère nous amenait dîner. Je me souviens qu'il faisait constamment des choses bizarres, comme inspecter les interrupteurs de sa propre maison. Il dévissait leurs plaques et fouillait à l'intérieur, puis les remettait en place. Il regardait en l'air à chaque fois qu'il marchait dehors, comme s'il s'attendait à ce qu'une brique lui tombe sur la tête, ou peut-être à ce qu'un hélicoptère le prenne en photo. Il ne parlait qu'en utilisant des phrases courtes et de manière forcée, prenant soin de ne rien divulguer qui puisse lui attirer des ennuis. Brian semblait avoir le poids du monde sur ses épaules, et avait emmuré en lui tout un lot de confessions. Je me surprenais à m'interroger sur lui chaque soir en essayant de m'endormir. Une nuit pendant cette visite, Brian a craqué. Je ne sais pas ce qui l'a provoqué, mais il a eu une grosse crise de panique et a commencé à agir comme s'il était sous l'emprise de drogue. Au milieu d'une conversation anodine sur le canapé, il a commencé à hurler qu'il en avait marre de tous ces jeux et qu'il ne voulait plus être une gerbille. À la grande horreur de ma mère, il s'est jeté sur moi et a essayé de m'étrangler. Il a hurlé à ma mère qu'il allait m'arracher la tête pour lui montrer les circuits. Puis il a dit qu'il y avait des caméras dans mes yeux et des micros dans mes oreilles. Il m'a mordu, et quand il a vu que je saignais, il s'est sorti de sa crise et a fondu en larmes. Ma mère a essayé d'appeler le 911, mais ça ne fonctionnait pas. Alors elle a composé le numéro inscrit sur le réfrigérateur, et une femme a répondu. Ma mère lui a dit que Brian agissait bizarrement, et qu'elle avait besoin de la police et d'une ambulance. La femme a dit à ma mère qu'elle allait téléphoner immédiatement au médecin de Brian, et que tout le monde devait rester tranquille. Je refusais d'aller à l'hôpital de toute façon. Je suis hémétophobe de longue date et les hôpitaux me donnent la nausée. En moins d'1 heure, un homme s'est présenté à la porte. Il s'est fait appeler Dr S. Le docteur était habillé d'un pantalon ordinaire, d'une chemise boutonnée et était rasé de près. Je me souviens avoir remarqué la rugosité de ses mains lorsqu'il a serré les miennes. Il était grand, mais il parlait trop bien pour être une brute. J'ai du mal à expliquer ce que je veux dire, mais son apparence sobre et son comportement très calme me paraissaient très menaçants, comme s'il était sur le point d'assassiner tout le monde dans la maison, un peu à la manière du personnage Patrick Bateman dans American Psycho. La chose dont je me souviens le plus à son sujet, cependant, c'est qu'il dégageait une odeur de produits chimiques, comme s'il venait de vernir du bois ou quelque chose du genre. Le docteur a eu une conversation très calme avec mon oncle sur le patio arrière, puis il s'est excusé poliment et est parti. Il a dit à ma mère et moi que Brian va bien, il a juste besoin d'un peu de repos. Je vais lui prescrire un traitement que vous pourrez aller chercher demain. Quand ma mère a demandé si c'était dangereux d'être seul avec Brian, le docteur a simplement ri et a dit « Plus maintenant, je vous le promets ». Il m'a serré l'épaule et il est parti. 2 choses m'ont vraiment perturbé dans la visite du docteur S. La première est qu'entre le bonjour et le revoir, l'homme n'est pas resté plus de 4 minutes. Qu'a-t-il bien pu dire à Brian pendant ce laps de temps? Et deuxièmement, quand j'ai couru à l'étage pour regarder le docteur partir, il n'est pas monté dans une voiture. Il a quitté le quartier à pied. Brian semblait aller mieux après la visite du docteur. Il s'est excusé auprès de moi et a dîné avec nous. Il était de bien meilleure humeur, comme s'il avait été soulagé de tous les fardeaux qu'il portait. Ma mère et moi avons dormi dans la chambre d'amis avec la porte fermée à clé cette nuit-là.
simplement parce que nous ne savions pas à quoi nous attendre de sa part. Brian était comme ses interrupteurs, allumés ou éteints, mais rien entre les deux. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé en entendant ma mère. La maison était sombre, la porte du patio était grande ouverte, et Brian était parti. Il n'a rien pris avec lui, ni ses chaussures, ni son chéquier, ni sa montre. Sa voiture était toujours dans le garage, et ses clés sur le comptoir. Nous avons essayé d'appeler le numéro sur le frigo, mais la ligne était coupée. Le téléphone n'a pas voulu composer d'autres numéros. Tôt le lendemain matin, quelques hommes se sont présentés à la maison. Ils ont emporté tous les biens de Brian dans des cartons et nous ont posé une tonne de questions vraiment étranges et absurdes. Des choses comme « Vous a-t-il déjà dit sa couleur préférée ? Quel aliment déteste-t-il le plus ? Est-il gentil avec les enfants ? Est-il déjà allé à l'église ? Quel est votre plus ancien souvenir de lui ? Était-il droitier ou gaucher ? » L'interrogatoire nous a laissés perplexes. J'étais vraiment confus par tout ça, mais ma mère était carrément mortifiée. Quelles que soient les réponses qu'elle donnait, il doutait toujours d'elle, lui disait qu'elle devait se tromper, et lui donnait des explications ridicules pour confirmer cela. D'un autre côté, ils n'ont jamais remis en question une seule de mes paroles. Je ne comprends toujours pas quel était le but de tout cela. Presque un an plus tard, après que le choc de sa disparition ait commencé à se transformer en un souvenir douloureux, ma mère a décidé de vendre la voiture de Brian. Sous le plancher du coffre, dans la roue de secours, elle a trouvé une cassette VHS. Elle venait de Brian. Il l'avait probablement laissée là pendant que nous dormions. Dans celle-ci, Brian se tenait quelque part dans le désert. Il avait l'air plus jeune de quelques années et semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Il décrivait la nature de son travail à ma mère et certaines des choses qu'il avait vues et faites. J'ai rassemblé tout ce que je savais de lui à partir de cette cassette et de quelques conversations entre ma mère et l'ex-femme de Brian. Je n'ai pas vu la cassette depuis que nous l'avons trouvée, et je suis sûr que ma mère s'en est débarrassée, comme Brian l'avait demandé. Mais voici les choses dont je me souviens le mieux, les choses les plus étranges et les plus effrayantes qu'il a trouvées en travaillant sur des navires et des sous-marins coulés. Des chambres qui sont restées pressurisées, où des gens semblaient vivre pendant des semaines après le naufrage du sous-marin. Certains des marins semblaient avoir perdu la tête et écrivaient sur les murs et s'entretuaient. Des bruits de coups sur la coque et dans les couloirs. Ces épaves dataient pour la plupart de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, certaines du Vietnam. Elles dataient donc de plusieurs années ou décennies. Mais Brian jure avoir entendu SOS en morse à plusieurs reprises. Il prétend même avoir entendu une fois « Pars ». Des corps gelés, qui semblaient momifiés, suspendus dans les épaves avec des sourires sur leur visage. Lorsque la peau gèle et se détache, elle révèle un sourire. Le corps d'une jeune femme qui semblait être morte beaucoup plus récemment que les autres sur le navire. Elle portait une robe blanche flottante et ressemblait à un ange lorsque Brian l'a trouvée. Elle n'était pas déshydratée comme les autres corps. Sa peau était intacte, bien qu'elle était enfermée dans un sous-marin britannique qui a coulé dans les années 40 et qui gisait maintenant au fond de la mer du Nord. Des choses étranges sur les navires soviétiques. Expériences humaines, fœtus dans des bouteilles, restes à la fois humains et animaux, cages, chaînes, vaste réseau de prisons dans les entrailles d'un navire polaire de classe nucléaire en Arctique. Brian affirme avoir trouvé le corps de ce qui ressemblait à un bébé, flottant dans un laboratoire, mais ses membres mesuraient 80 cm de long et pendaient comme ceux d'une guêpe morte. Ses membres étaient désossés. Brian a parlé de la découverte d'un avion commercial qui n'a jamais été porté disparu. Il s'est écrasé dans l'océan et a coulé. Tous les cadavres étaient encore attachés à leur siège. Ce qui est inhabituel, c'est que l'avion a coulé à côté d'un vieux bateau et que les cadavres à bord de l'avion portaient tous des plaques militaires qui les reliaient à ce bateau. Mon esprit d'enfant de 12 ans
avait imaginé les cadavres du navire marchant au fond de la mer pour aller s'asseoir dans l'avion qui s'était écrasé, dans l'espoir qu'il les ramènerait chez eux. Des scaphandriers devenus fous dans les profondeurs. 2 amis de Brian ont disparu lors d'une plongée au large des côtes de l'Alaska. L'un d'eux a été retrouvé enfermé dans une pièce du sous-marin qu'ils exploraient, une porte qui ne pouvait être fermée que de l'extérieur. Ils étaient presque morts d'hypothermie et a juré qu'une femme sans visage l'avait enfermé là. L'autre avait réussi à enlever une petite partie de son casque, se tuant instantanément à cause de la pression. Dans les années qui ont suivi la disparition de Brian, des hommes étranges me rendaient visite de temps en temps, demandant toujours des nouvelles de Brian. Ils me trouvaient dans n'importe quel endroit et me posaient toujours des questions aléatoires. Ils étaient toujours polis, mais ne s'identifiaient jamais. Peu importe où ma mère et moi déménagions, ils nous trouvaient. Une fois, un professeur remplaçant s'est présenté à mon cours de biologie et a fait le cours. Mais à la fin de la journée, il m'a demandé si j'avais des parents qui travaillaient dans le gouvernement et si je pouvais me rappeler quelle était la couleur préférée de mon oncle. Une autre fois à l'université, ma petite amie Faye et moi sommes allés dans un bar pour l'anniversaire d'un ami. Le barman a essayé de me servir de l'alcool, je ne bois pas, et m'a demandé si j'avais envisagé de déménager à Phoenix. Il m'a dit que son copain Brian vivait là-bas, et m'a demandé si j'avais déjà fait de la plongée sous-marine. À la fin de la soirée, il m'a demandé comment allait ma mère. Plus récemment, alors que je faisais du jogging sur un sentier en forêt près de chez moi en Californie, un type à vélo m'a arrêté et m'a dit que je ressemblais à un type qu'il avait connu, Brian, quelqu'un qu'il avait rencontré dans la marine. Il a mentionné qu'il s'était perdu de vue et a dit « Aux dernières nouvelles, il vivait dans le désert ou quelque chose comme ça, loin de l'océan. Il détestait l'océan. » J'ai répondu sarcastiquement qu'il était probablement allé à Phoenix, et l'expression du gars est devenue froide, comme un poisson mort. Il a dit « Eh oui, bien sûr, il est plus heureux là-bas, j'en suis sûr. » Puis l'homme est parti. La seule chose que tous ces gens avaient en commun, c'est qu'ils empestaient les produits chimiques, tout comme Dr. S. Jill, l'ex-femme de Brian, m'a dit un jour « Ton oncle avait des bulles dans le cerveau » et m'a dit que les choses démentes qu'il disait étaient le résultat de lésions cérébrales dues à la plongée. Le mélange de gaz, la pression et les espaces restreints, associés à d'autres facteurs de stress du travail, pouvaient certainement causer ce genre de dégâts dans l'esprit d'une personne. Mais bon, Jill travaillait aussi pour le gouvernement. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Et après la disparition de Brian, elle s'est comportée comme si elle se souvenait à peine de lui. C'était presque comme si elle voulait que je l'oublie. Et maintenant que j'y pense, elle sentait toujours les produits chimiques aussi.